Bonjour à tous. On va attendre que, tout le monde prenne le temps de se connecter. On a été très surpris par le nombre d'inscrits, donc merci à tous ceux qui sont déjà là et à ceux qui sont en train de finir de se connecter. On va prendre quelques minutes, du coup, pour que chacun puisse bien s'installer, prendre, quelques rafraîchissements à portée de main. Voilà, en période de vacances ou de pré-vacances pour certains. Passer une soirée, tranquille dans un environnement agréable. Voilà. Voilà, on va attendre encore quelques minutes puisque on voit qu'il y a encore, des participants qui sont en train de se connecter. Oui, on voit la jauge qui monte. Bienvenue à ceux qui, ont, comme nous, affronté les affres de l'informatique pour arriver à se connecter sur cette visio. Voilà, dès que la jauge des participants commencera à se stabiliser, on pourra, heu, on pourra commencer cette présentation. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de vous connecter et de passer une soirée avec nous plutôt que de la passer, à côté du barbecue Peut-être que c'est combinable, avec hein? On ne ça sait pas. ça peut se faire aussi, voilà, ça peut se faire aussi, c'est le before. Alors on fait pas les afters, on fait que la première partie de soirée. Voilà. Mais écoutez, je pense que, voilà, on voit que la jauge des participants a tendance à se stabiliser, donc on va pas tarder à démarrer. Et ben, bienvenue à tous sur ce webinaire, voilà, ce webinaire d'été dont le thème est, l'hébergement, et le bien-être équin et comment gérer, la socialité des chevaux. On a prévu de consacrer, environ 1 heure. Alors on sait que, parfois ça a tendance à déborder un peu, mais on va tâcher de rester dans le timing qui était prévu, donc prévoir 1 heure, ensemble pour, échanger sur ce thème. On va commencer par, la présentation, voilà, pendant laquelle vous hésitez surtout pas à poser, vos questions sur le chat. Donc la présentation, alors on a la chance d'avoir Anna avec nous, qui fera la grande majorité de la présentation et la première partie et puis, je ferai plutôt la fin. Et puis voilà, ce webinaire sera également, disponible en replay, et donc on a Amélie qui est la grande organisatrice en chef du webinaire qui vous alors Amélie, si tu me confirmes, mais le replay sera envoyé à tous les participants, hein? Tout à fait. Vous pourrez donc bonjour à tous. Vous pourrez retrouver, le webinaire, directement, sur notre site internet, donc il sera disponible et j'en profite donc, comme vous l'a dit Arnaud, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long du webinaire. Vous avez pour cela, le fil de la conversation, donc ce qui s'appelle le chat en bas de votre écran ou bien le questions-réponses, avec le petit point, d'interrogation pour poser vos questions. On a un temps consacré, à la réponse de ces dernières, donc, n'hésitez pas, surtout. Voilà, et ben le temps qu'on fasse cette petite introduction, on a quelques personnes qui se sont connectées en plus, donc bienvenue à tout le monde. Bienvenue. Alors voilà, bah, rapidement, alors les intervenants de ce soir, et ben, Anna, je te laisse te présenter. Bienvenue à tous déjà et merci aussi d'être aussi nombreux à vous être connectés aujourd'hui sur ce thème, qui me concerne particulièrement parce que donc moi je suis, doctorante, dans une thèse CIFRE avec Orstop et je travaille sur le bien-être et la socialité, donc comment gérer la socialité dans les infrastructures équestres. Donc là, on est vraiment sur le sujet sur lequel je bosse et je suis en troisième année de thèse, donc là voilà, c'est bientôt la fin de mon côté.
Je te laisse te présenter peut-être Arnaud si tu veux continuer, prendre la suite. Ouais, merci Anna et donc moi je suis Arnaud Lallemand, je travaille en tant qu'expert en aménagement équestre chez Stop. Donc j'ai plutôt une formation, on va dire technique, une formation d'ingénieur techniques agricoles. Je suis allé aussi un petit peu me former sur l'éthologie en passant le DU d'éthologie de l'université de Rennes, mais on n'est pas au même level avec Anna, quoi. Moi je suis au niveau débutant et Anna et au niveau, expert, voilà, de ce côté-là et donc chez Horstop, j'accompagne les porteurs de projets au sein, de l'équipe projet chez Horstop, donc les porteurs de projets qui souhaitent développer, des structures équestres, que ce soit pour la conception, pour l'agencement et puis après bien sûr chez Horstop, on est fournisseur d'infrastructures équestres, que ce soit pour l'aménagement des parcs et paddocks, pour l'aménagement des écuries ou pour l'aménagement des, aires d'évolution et bien sûr avec toujours une petite couleur, du côté de l'écurie active puisque, pour ceux qui m'ont déjà croisé, ils savent que c'est un petit peu mon cheval de bataille, hein. Voilà. Alors, et ben, je vous propose de commencer et on va laisser la parole à Anna. Oui, alors là, rapidement, c'était, pour vous présenter un petit peu le programme de ce soir que vous avez sans doute, déjà découvert quand vous vous êtes inscrits. Donc on va avoir une partie là avec ces 4 premiers points qui sont plutôt, la partie théorique, connaissances, scientifiques. En tout cas, je vais vous faire un petit peu une revue de ce qui a déjà été fait et ce qu'on peut en conclure et puis après, il y aura la partie qui va être animée par Arnaud. Je ne sais pas si tu veux le commenter directement Arnaud? Bah, rapidement, en se basant sur les données, justement que nous apportent, les scientifiques, dont fait partie Anna, comment on applique ça techniquement, dans l'hébergement des chevaux, que ce soit en hébergement individuel, en hébergement, collectif et puis à la fin, voilà, je vous ferai passer une petite invitation à venir nous visiter. Voilà. Anna, je te laisse la parole. Donc on va commencer tout de suite par la partie un peu plus, fondamentale et puis ensuite, on aura la partie pratique. Et pour commencer, on va voir les grands principes du bien-être. Alors moi, j'aime bien déjà démarrer par une définition du bien-être parce que c'est un terme qu'on entend maintenant énormément et on met pas forcément les mêmes choses derrière ce terme. Donc il me semblait important en fait de déjà, partir sur la même base pour ce webinaire. J'ai décidé de vous montrer la définition de l'ANSES qui a été, écrite en 2018 par un comité d'experts, qui travaille sur ces thématiques et qui définit le bien-être comme un état mental et physique positif de l'animal, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors, cette définition, elle peut paraître assez complexe parce que justement, elle est volontairement très complète. Ce qu'il faut retenir, c'est les 3 points suivants, à savoir, déjà, première chose, c'est un état qui est physique et mental. Pendant très longtemps, le bien-être, ça a été, considéré comme la bonne santé de l'animal, voire l'absence de douleur, mais en fait, c'est quand même il y a une partie qui est très importante du mental et donc maintenant on le met de plus en plus, en avant. Autre chose qui est importante aussi, c'est que c'est un ressenti de l'animal qui est donc propre à chaque cheval. C'est vraiment quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 chevaux qui vont être dans le même environnement et qui ne seront pas dans le même état de bien-être. Et enfin, dernier point qui me semblait important de soulever, c'est que c'est en partie dépendant de l'environnement. C'est-à-dire que c'est un état interne, c'est une perception du cheval, mais en fait, c'est en fonction des conditions dans lesquelles on va mettre le cheval, plus on va avoir des conditions qui vont être adaptées aux besoins de l'espèce et plus on met le cheval dans les bonnes conditions pour qu'il soit dans cet état de bien-être qu'on recherche. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on a en fait, une différence qui est extrêmement marquée entre les conditions de vie naturelles et les conditions de vie domestiques. En conditions naturelles, c'est ces conditions que les chevaux ont connues pendant, des milliers d'années, qui ont permis leur fonctionnement, enfin en tout cas l'évolution du fonctionnement qu'on connaît actuellement, fonctionnement anatomique, fonctionnement physiologique et comportemental. Et maintenant, on le sait, de plus en plus, c'est quand même quelque chose d'assez connu, qu'il y a, un certain budget temps, donc ça veut dire les conditions, les comment dire? Le temps qui est alloué à chaque activité du cheval sur 24 heures, le fait de se man de manger, de se déplacer, de se reposer.
c'est ça qu'on appelle le budget temps, il va être extrêmement modifié en fonction des types d'hébergement dans lesquels on va mettre le cheval. En conditions naturelles, vous le savez sans doute, le cheval, il passe 15 à 16 heures de son temps, à s'alimenter, ce qui va être extrêmement restreint dans certains types d'hébergements. Ça va être la même chose pour la locomotion, pour les interactions sociales et à côté de ça, il y a aussi un certain appauvrissement du milieu de vie, selon toujours l'hébergement, parce que c'est pas toujours le cas. Mais globalement, c'est un ensemble de contraintes qu'on va avoir, et qui vont potentiellement causer des troubles, de la santé et du comportement. Voilà pourquoi c'est ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, le bien-être. Et pour cela, donc, on a 4 grands principes que vous voyez ici et qu'on utilise en fait, dans de nombreux protocoles pour les espèces d'élevage, mais aussi pour le cheval. Donc, on parle de l'alimentation, de l'hébergement, de la santé et du comportement. Ces 4 grands principes, on les utilise ensuite, on les décline par critères. Donc là, vous voyez, il y a un petit code couleur pour vous repérer. Vous avez des critères et ensuite des indicateurs. Ici, c'est les indicateurs du protocole Cheval Bien-être qui est relié à une application que vous pouvez télécharger et qui permettent en fait de voir de façon très objective, différents indicateurs, différentes choses que vous pouvez observer sur votre cheval et sur son environnement pour évaluer, bah, dans quel état de bien-être il est, ce qui va et ce qui ne va pas. Ça permet de faire un petit peu un bilan. Et aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect social qui est, dans la partie comportement et voir, en fait, quel est l'impact de cet aspect social sur le bien-être global de notre cheval. Donc on va passer directement à la partie bénéfice des contacts sociaux. Donc vous l'avez vu dans le titre, il y a ce terme de socialité qui est peut-être pas quelque chose que vous retrouvez, assez couramment. C'est un terme qu'on utilise souvent dans la littérature pour parler du fait que les animaux vivent en groupe. Ici, on va le prendre de façon plus large et quand je parle de socialité, je veux parler du fait que les chevaux puissent avoir des contacts, sociaux entre congénères et créer des relations sociales. Pourquoi une fois de plus c'est important? Même parce que la vie sociale dans, le fonctionnement du cheval, elle a vraiment un rôle qui est central. En conditions naturelles, les chevaux, ils forment des groupes qui sont stables, avec des relations qui sont durables. Souvent, ça va être les mêmes membres dans un groupe pendant de très longues années et c'est basé sur un fonctionnement, familial. Donc, tout ça, ou en tout cas une grande partie de ces choses-là, en conditions domestiques, avec les chevaux qu'on connaît actuellement, c'est pas du tout les conditions dans lesquelles on les met. C'est-à-dire qu'on va créer des groupes artificiellement, on va choisir de mettre ensemble certains chevaux, de choisir qui va être, voisin de boxe. Donc, c'est assez éloigné du schéma naturel et les chevaux vont aussi changer énormément de structure équestre tout au long de leur vie. Donc ça fait vraiment plein de contextes différents dans lesquels les chevaux vont se rencontrer et c'est à nous de bien gérer ces rencontres et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, je le disais juste à l'instant, les chevaux en conditions naturelles, voilà, ils ont ce fonctionnement, social qui est vraiment central et des scientifiques se sont intéressés de voir justement quel était l'impact de ces contacts sociaux pour les chevaux domestiques qu'on connaît, en faisant des comparaisons entre, hébergement avec et sans contacts sociaux. Alors il y a, un certain nombre d'études qui a été menées, donc dans plein de conditions différentes, en comparant des chevaux qui vivent en groupe avec, des chevaux en boxe individuelle, des chevaux qui vivent en paire au boxe avec des chevaux en boxe individuelle, des jeunes chevaux, des chevaux adultes, voilà, plein de choses différentes. Comme c'est pas le sujet même de cette, webconférence, moi je vous ai fait un résumé global de, 3 points qui me paraissaient importants de ces bénéfices. À savoir déjà, premier point, c'est que les chevaux qui vivent en groupe, que ce soit en groupe ou en paire, sont moins stressés. Donc ça, c'est ce qu'on voit au niveau du taux de corticostérone. Donc ils sont moins stressés que les chevaux qui sont en boxe individuelle. Premier point. Deuxième point, c'est aussi, des chevaux qui vont présenter moins de réactions dangereuses et donc qui sont plus faciles, à manipuler en main. Ce qui est vraiment un prérequis pour, une meilleure relation avec l'humain. Et enfin, dernier point, qui concerne des études sur les jeunes chevaux, donc après sevrage jusqu'au débourrage, on voit qu'il y a aussi un meilleur apprentissage avec des jeunes chevaux qui vont, passer des étapes plus rapidement quand ils ont des contacts sociaux que ceux qui n'en ont pas. Donc ce qu'on voit, c'est que le fait d'interagir, le fait de pouvoir créer des relations sociales, c'est vraiment un besoin fondamental pour le cheval et qui va, combler en fait, s'il est comblé, il va amener un certain nombre de bénéfices indirects sur d'autres contextes.
C'est pas simplement le moment de l'échange, des interactions sociales qui est un bon moment, positif pour l'animal. Ça va vraiment avoir des impacts, plus larges. Et on va donc passer, à la partie contacts sociaux dans l'hébergement individuel et je vais me centrer en fait sur, les résultats des études que j'ai menées avec mon équipe, tout au long de ma thèse avec Horstop. Alors la question qu'on s'est posée nous en fait, avec ces 2 études que je vais vous présenter, c'est de savoir s'il était possible de concilier ce besoin fondamental social pour les chevaux et le fait de vivre, dans un hébergement individuel. Et on est même allé plus loin que ça, c'est-à-dire que, dans les études que je vous ai présentées, les chevaux vivent soit en groupe ou, avec des contacts sociaux, par paire, soit de façon individuelle. Là, on a étudié des chevaux qui vivent tous en hébergement individuel, mais qui ont ponctuellement le droit à 1 heure, 2 heures, de contacts sociaux, comme vous pouvez avoir une sortie au paddock si vous voulez. Là, on avait une sorte de récréation sociale, dans ces équipements que vous voyez ici, donc dotés d'une paroi sociale et que Arnaud vous présentera peut-être plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, on s'est demandé, est-ce que avoir des contacts sociaux de façon temporaire dans la journée, ça va avoir des bénéfices, oui ou non? Et la première étude que je voulais vous présenter, c'était donc sur des jeunes chevaux de 2 à 3 ans, qui ont été mis en contact pendant la période de leur débourrage qui a duré 1 mois. Et on avait donc, une moitié de notre effectif de chevaux qui avait cette possibilité de contact par paire, 2 heures par jour et l'autre moitié qui n'avait pas de possibilité de contact social du tout. Pour ceux qui avaient une possibilité de contact social, vous voyez qu'on a utilisé donc cette paroi qui permet au cheval en fait, de passer la tête et l'encolure, dans le box de son voisin. Il est bloqué au niveau du poitrail, mais il peut quand même interagir physiquement et ça, c'est vraiment, un plus énorme par rapport, aux parois barodées. Là, on va vraiment avoir la possibilité de commencer à créer une relation sociale. Petit aparté, désolée, je m'emporte sur le côté social. Ce qu'on voulait voir ici, c'est les résultats et c'est donc qu'après 1 mois, on observe qu'il y a moins de comportements anormaux chez les chevaux qui ont eu des contacts sociaux par rapport à ceux qui n'avaient pas de contact, notamment moins de stéréotypies. Et au travail, on les a également observés, pendant les séances de débourrage. On voit que c'est des chevaux qui vont avoir une attitude qui va être plus relaxée, plus vers le bas et moins de posture tendue. Maintenant, je passe à la deuxième étude. On a changé de population. Cette fois-ci, on est sur des chevaux, de sport adultes, donc qui ont déjà passé une grande partie de leur vie en boxe individuelle, contrairement, aux jeunes qu'on a vus avant. Et cette fois-ci, on s'est demandé, si 1 heure de contact par jour, mais pendant une période plus allongée de 4 mois, ça allait avoir des bénéfices et lesquels. Donc une fois de plus, on les a observés dans différents contextes et ce qu'on a pu voir, c'est, que ceux qui avaient la possibilité d'avoir des contacts sociaux 1 heure par jour, exprimaient moins de comportements anormaux de type stéréotypie ou agressivité envers l'humain, que les chevaux qui étaient en boxe individuelle. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est au pansage, ils ont une attitude qui est plus détendue, ils vont avoir des postures plus basses, moins de postures d'alerte aussi. Et ce qui est intéressant, c'est, qu'on a voulu regarder un petit peu en bonus s'ils étaient aussi plus ou moins vigilants à leur environnement et à l'humain. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les chevaux qui avaient des contacts sociaux, étaient beaucoup moins en alerte, même dans un environnement familier qu'ils connaissent, parce qu'ils sont là depuis des années. Que ceux qui avaient, des pas du tout de contact en fait, qui étaient en boxe individuelle. Et pareil, ils étaient aussi moins résistants au pansage et il y avait moins de comportements de défense et moins de comportements d'alerte par rapport aux actions du cavalier, de l'expérimentateur, disons. Donc globalement, parce que je pourrais y passer des heures et vous pouvez me poser plein de questions si vous voulez, dans les questions, mais c'est pas non plus tout le but de cette, webconférence. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une amélioration du bien-être global et une fois de plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a des bénéfices dans des contextes qui sont différents, que ce soit au box individuel, que ce soit au pansage ou au travail et encore dans d'autres, aspects que j'ai pas forcément montrés ici. Donc on a vraiment quelque chose de global. C'est-à-dire que ça va diffuser en fait, ce besoin qui est comblé va diffuser sur d'autres sphères. Et enfin, troisième point que j'ai pas, forcément trop abordé ici, mais qui est souvent, une des craintes qu'il y a quand on a des chevaux qui sont en hébergement individuel, c'est, les blessures pendant les interactions et là, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait, justement aucune blessure, si ce n'est superficielle, des petits bobos, quand ils ont pu jouer ensemble et se pincer,
mais c'est tout ce qu'on a pu voir et donc ça, c'était aussi une des choses qu'on voulait vérifier avec cette paroi et qui a été donc vérifiée et approuvée. Voilà pour la partie contact, en hébergement individuel. On va passer à la partie hébergement collectif. Et 2 problématiques qui peuvent se poser et qui se posent de toute façon quand on a des chevaux qui sont en groupe social, c'est tout d'abord la création et la modification d'un groupe social. Lorsqu'on crée un groupe ou qu'on ajoute des membres, on va, mettre en place il y a une hiérarchie qui va se mettre en place ou être modifiée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en conditions naturelles, les chevaux, ils changent très peu de groupes, ils changent très peu de membres, ils ont des relations qui sont durables et les groupes se forment sur d'autres critères que les nôtres. Donc quel que soit le groupe, il y a une hiérarchie qui va se former et en fait, c'est elle qui donne l'ordre d'accès, aux ressources quand elles sont limitées. Et cette hiérarchie, donc qui peut poser problème sur les premiers temps, elle est vraiment indispensable au fonctionnement du groupe. C'est quelque chose en fait qui va donner de la cohésion, qui va donner une organisation. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. Et une fois qu'elle est mise en place, elle se manifeste par des signaux qui sont très subtils. Mais effectivement, dans les premiers temps, donc les premiers jours, les premières semaines de vie ensemble, il va falloir qu'elle se mette en place pour que chacun connaisse sa place par rapport aux autres. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des conflits et qu'il va falloir gérer. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et pendant cette période, et une fois que l'intégration est faite, il faut aussi que chaque cheval trouve sa place dans cet environnement et en tout cas qu'il réponde à tous les besoins, fondamentaux des individus, même ceux qui sont le plus en bas de la hiérarchie. Donc si on repense aux 4 grands principes que je vous ai montrés tout à l'heure, ça veut dire que pendant cette phase et pendant tout le temps, en fait, tous les membres doivent pouvoir avoir accès, à des points d'eau, qu'ils puissent avoir accès en quantité suffisante à du fourrage, pour le principe de l'alimentation, que chaque cheval, puisse avoir accès aux zones de couchage, se reposer correctement et de façon confortable, pour le principe de l'hébergement. Qu'il n'y ait pas de blessures liées aux autres individus, mais aussi à l'environnement, par exemple, s'il y a des mouvements de fuite ou des chevaux qui essaient de partir et qui pourraient se blesser avec le matériel. Donc ça, c'est pour, l'aspect et le principe de la santé. Et enfin, pour le dernier principe du comportement, bah, que le cheval puisse tout simplement exprimer tous ses comportements sans crainte des autres et qu'il puisse avoir des interactions sociales positives. Et donc pour cela, l'aménagement de l'environnement est vraiment indispensable. Alors là, je vais reprendre en fait pour ces 2 points qu'on vient de voir. D'un côté, la création-modification du groupe social, 3 grandes choses en fait à mettre en place ou ce à quoi faire attention et ensuite pareil pour l'aménagement de l'environnement. Donc la première chose à faire, c'est de faire au maximum des contacts progressifs, utiliser une méthode qui est progressive. D'abord, utiliser des contacts visuels, que les chevaux soient, dans des structures qui sont spécifiques, en tout cas qu'ils ne soient pas forcément en contact si on est dans le but de mettre, d'introduire un individu dans un groupe. On peut utiliser donc, des équipements spécifiques dont Arnaud vous parlera peut-être un petit peu tout à l'heure ou sinon on pourra en parler après dans les échanges. Pour mettre, progressivement certains membres du groupe, avec, le nouveau. Donc par exemple, on peut utiliser un box de rencontre comme on a utilisé nous dans notre étude pour mettre, en contact le dominant ou bien, faire des rencontres une par une. Ou bien ce qu'on peut aussi faire, c'est ce qui se fait souvent dans les écuries actives, c'est d'avoir un box d'intégration et à ce moment-là, le cheval, à intégrer est à côté et il peut avoir des contacts, directs, tout en gardant une séparation avec le groupe. Deuxième point à prendre en compte aussi, c'est les affinités. Si on veut composer un groupe et qu'on connaît déjà certains chevaux qui s'entendent bien, bah, il faut surtout pas hésiter à les mettre en groupe. Et autre chose aussi, si on a un cheval qui est très sociable, qui s'entend très facilement avec plein d'autres chevaux, pareil, on peut l'utiliser un peu comme médiateur quand on a une introduction, et c'est-à-dire le mettre déjà en contact avec le nouveau, histoire qu'il ait un support social, qu'il puisse commencer à créer une relation, ce qui va permettre petit à petit aussi son intégration plus facilement dans le groupe. Et enfin, dernier point qui paraît évident, mais finalement qui est aussi, peut-être le plus difficile à jauger, c'est observer et être attentif, aux signes de stress. C'est-à-dire qu'on sait que les intégrations, certaines peuvent être extrêmement lentes, ça peut prendre beaucoup de temps
Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui se passe dans le groupe et qu'il y ait pas, un individu ou l'individu qui est intégré, qui soit dans un état de stress, pas possible et que ça ne redescende pas. Ce qui est assez compliqué, c'est de savoir, quand c'est un peu entre 2, de savoir à quel moment s'arrêter. Mais donc voilà, s'il y a des signes de stress trop intensifs, bah, essayer de trouver quelque chose de plus progressif pour le mettre en contact, voir si on peut pas faire un groupe d'une autre façon. En tout cas, être extrêmement attentif à tout ça et au fait que chaque cheval puisse avoir accès à toutes les ressources pendant cette phase-là. Et donc ça nous amène aux 3 points pour l'aménagement de l'environnement et le premier donc multiplier les ressources. Plus on va avoir de ressources, et moins il y aura de conflits puisque c'est les ressources limitées qui li oui, c'est ça, c'est les ressources limitées, qui vont vraiment être génératrices de conflits. Si on pense à une, situation hypothétique, si vous mettez un seau en plein milieu d'un groupe, ce qui est pas du tout à faire, mais avec de la nourriture, vous verrez tout de suite, justement qui est le dominant du groupe et donc on voit bien que ça pose un problème. Donc plus on va avoir de points de ressources différentes et je parle, pour l'affouragement, pour, les zones de repos et les points d'eau et plus on va du coup éviter ces situations de conflit. Une autre chose qui est importante, c'est d'aménager l'accès aux ressources. Donc là, j'ai parlé de différentes ressources. On peut parler des zones de couchage, par exemple. C'est très important que chaque individu puisse avoir accès à ces ressources-là sans être dans la crainte. Donc, faire en sorte justement qu'il y ait, une zone qui soit assez dégagée pour que visuellement tous puissent se voir, en tout cas qu'il y ait pas de crainte à aller dans ces zones de couchage et de crainte aussi à s'en éloigner et pouvoir, s'extraire rapidement. Une autre chose qui est importante par rapport à ça et à laquelle on pense pas forcément, c'est que, plus on va avoir un environnement où justement il va y avoir potentiellement des zones de conflit, plus on va amener de la tension dans le groupe et ça va être vraiment néfaste aussi à la dynamique du groupe parce qu'on va vraiment, défaire cette cohésion, en fait. Donc plus il y a de tension et potentiellement plus on va avoir des chevaux qui vont être, dans un état de stress ou en tout cas partager des interactions négatives. Donc c'est aussi là-dessus que ça sert, sur la partie sociale. Et enfin, dernier point donc, qui est complètement en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire éviter les impasses ou les passages étroits où les chevaux les plus dominants, pourraient être coincés et donc ce qui pourrait générer du stress et à long terme, impacter le bien-être. Voilà pour ma partie. Donc là, on a vu plein de choses, qui sont théoriques et maintenant on va pouvoir passer à la partie plutôt pratique et mise en place de tous ces bons conseils, et avec de bons équipements grâce à Arnaud. Merci Anna et hop, voilà, je fais ma petite manip pour vous partager mon écran. Voilà, hop, voilà donc comment, voilà, merci Anna pour nous avoir redonné toutes ces bases théoriques, qui sont aussi des objets de recherche, permanents, hein, par les différentes équipes, voilà, dont Anna fait partie pour nous amener des données, supplémentaires, complémentaires pour améliorer la façon dont on accompagne les porteurs de projets dans la création ou dans la modification, dans la rénovation de leur structure pour justement améliorer le bien-être de leurs chevaux. Alors, en hébergement individuel, comment améliorer le bien-être? Ben, on reprend les fondamentaux, hein. On reprend d'abord le fondamental de l'alimentation. Heu, Quand on est en hébergement individuel, souvent on est sur un système de type box. Bah, voilà, quelle solution on peut apporter pour, que chaque cheval, ait accès en permanence à du fourrage? Alors on sait que pour certains chevaux, l'accès permanent au fourrage va générer du surpoids, des chevaux qui n'auraient pas assez d'activité ou des chevaux qui sont des chevaux, dont on veut, gérer le poids de façon précise, par exemple, des chevaux qui doivent partir pour faire des grosses compétitions, voilà. Bah, on a des solutions techniques qui individuellement permettent de gérer le poids. Par exemple, sur les illustrations de gauche que vous voyez ici, bah, on voit ce cheval, sur un distributeur individuel
du fourrage, un système qui va se fermer et s'ouvrir, de la façon dont on l'aura réglé. Donc le cheval a l'impression d'être sur du fourrage à volonté puisqu'il mange à peu près toute la journée, mais en fait, on lui fait faire des pauses un petit peu plus longues que ce qu'il aurait fait à l'état naturel. Sur d'autres systèmes, on peut avoir, bah, par exemple sur les systèmes que vous voyez en haut, des systèmes de filets à foin petite maille, qui permettent d'amener toute la ration du cheval pour la journée, mais de le faire manger de façon, progressive, de manière à ce qu'il ait du fourrage toute la journée, mais on régule le surpoids. Voilà, donc on a ces questions d'alimentation auxquelles on apporte des solutions techniques. Il y a aussi tous les équipements qui sont liés au confort. Alors souvent, on a tendance excessivement à confondre confort et bien-être. Le confort fait partie du bien-être, il n'est pas, suffisant pour le bien-être, mais c'est vrai, que pour tous les comportements, notamment les comportements de grattage, de couchage, voilà les chevaux qui viennent se rouler et cetera, bah, le fait d'avoir des équipements, confortables, à disposition, par exemple, pouvoir des matelas de couchage en haut à droite là, bah, ça permet notamment à des chevaux qui auraient tendance à pas suffisamment se coucher, à passer suffisamment de temps couchés justement pour faire correspondre, malgré le fait qu'ils soient en hébergement individuel, leur budget temps, le faire se rapprocher le plus possible, du budget temps, de chevaux dans des conditions naturelles. Voilà pour ces solutions techniques, pour ces 2 premiers items, donc la gestion de l'alimentation, les équipements de confort. Mais on a aussi, effectivement l'expression des comportements sociaux. Donc, Anna vous parlait, de la fameuse, paroi sociale qu'elle a utilisée pendant, bah, les différentes étapes des expérimentations de sa thèse. On l'illustre à gauche. Elle a été, utilisée dans plusieurs contextes et notamment, bah, voilà, à l'École nationale d'équitation à Saumur, il y a une, cloison sociale qui a été installée ici pour, bah, justement définir quelles étaient les meilleures affinités pour, certains chevaux pour commencer peut-être à les mettre au paddock ensemble ou en tout cas à ce qu'ils puissent garder des contacts, plus complets, plus directs. C'est-à-dire qu'avec des box barodées, les chevaux vont avoir un contact visuel, ils pourront avoir un contact olfactif, mais le contact tactile, il est extrêmement réduit au travers des barreaux. Alors que là, avec cette cloison sociale, les chevaux peuvent complètement passer l'encolure jusqu'aux épaules, dans le box de leurs voisins. Ils peuvent manger même dans le box de leurs voisins et on assiste, bah, à l'expression de comportements qu'on ne peut pas voir avec, simplement des cloisons barodées. Par exemple, des toilettages mutuels, des chevaux qui se lèchent, qui se flairent, qui se mordillent et cetera. Bah, tous ces comportements-là, on peut les voir s'exprimer avec ce type de cloison sociale, pardon, et qui permet, alors de par la conception, hein, d'être 100 sécuritaire. C'est-à-dire que les chevaux peuvent retirer leur tête rapidement sans se cogner puisque tout est rembourré de chaque côté. Ils peuvent, forcer sur la cloison, ils vont pas traverser puisque, elle est réglée exactement à la largeur de leur encolure et de leurs épaules, puisque chacun des modules peut avoir un petit peu un petit peu de réglage droite et gauche pour ajuster vraiment la largeur, au gabarit des chevaux. Donc voilà, on peut augmenter, l'expression de ces comportements, sociaux au travers de ces séparations. Il y a aussi, dans l'expression des comportements, bah, l'expression des comportements locomoteurs. Donc on voit, sur l'illustration à droite, bah, des chevaux qui peuvent aller au paddock. On peut aménager, des paddocks, qu'on peut avoir, mutualisés, c'est-à-dire des chevaux qui sont au box ensemble la journée et puis qui vont 2 par 2 au paddock. On peut avoir des paddocks stabilisés, notamment dans des régions avec des sols argileux où on sait qu'en conditions humides, par exemple comme cette année, cet hiver qui a été particulièrement humide dans beaucoup de régions en France, bah, voilà des chevaux qui peuvent quand même exprimer ces comportements locomoteurs et aller au paddock pour exprimer l'ensemble de leur comportement. Voilà. Alors si on veut résumer ça, il y a plein de petits détails qui permettent d'améliorer le bien-être des chevaux en hébergement individuel, en insistant sur la possibilité de contacts sociaux. Bah, voilà, on peut voir le type d'aménagement, qu'on produit, au niveau du bureau d'études chez Orstop. Voilà, bah, là, on a des chevaux qui sont en hébergement individuel, ils vivent chacun dans leur box, mais ils ont accès à des paddocks, stabilisés. De ces paddocks stabilisés, à la belle saison, on peut voir que ces chevaux peuvent également aller sur des paddocks en herbe. Heu,
On voit qu'ils ont des râteliers en extérieur qui permettent notamment de ne pas ramener dans le bâtiment, toutes les poussières liées au foin et qui peuvent générer des pathologies, de type, asthme équin, emphysème et cetera. Et puis c'est des chevaux qui ont quand même, accès, au fourrage en permanence. Donc l'ensemble des comportements sociaux peuvent être exprimés, même si on n'a pas, de vie de troupeau à proprement parler. On est sur des solutions optimisées pour des écuries dans lesquelles c'est pas pertinent, de mettre les chevaux en hébergement collectif. Je pense, par exemple à des écuries de commerce où les chevaux vont être là juste pour quelques mois. Comme Anna l'exprimait très bien, on va pas modifier les groupes sociaux en permanence, on générait un stress social, trop important pour assurer le bien-être des chevaux. Mais par contre, dans certaines structures, on peut avoir de l'hébergement collectif, typiquement dans des écoles d'équitation où les troupeaux sont stables, dans des élevages, dans des, écuries de pension où c'est que les pensionnaires sont là pour un moment, et puis même dans des écuries de compétition où on sait que le piquet de chevaux est relativement stable. Voilà, on a quelques illustrations, chez nos représentants, pour les JO, voilà, de cavaliers. Je pense à Julien Epaillard. Après il y a d'autres cavaliers dans d'autres disciplines. Nous, on travaille, notamment avec, Marie-Charlotte Fuss en concours complet ou Perrine Carlier en dressage, qui sont des cavaliers qui hébergent leurs chevaux de compétition qui tournent sur des épreuves de haut niveau en hébergement collectif. Alors en hébergement collectif, pareil, il va falloir aménager de manière à ce que les chevaux puissent exprimer chacun de leurs comportements. Et le comportement qui prend le plus de temps dans le budget temps que citait Anna, c'est l'alimentation. Donc on va générer de la manière, la plus fréquente, une alimentation, collective, comme on le voit avec les chevaux, les 2 chevaux qui mangent ensemble au râtelier, sur la gauche. On va par contre, comme le disait Anna, multiplier le nombre de points d'affouragement. Alors multiplier, oui, mais il y a un moment, s'il faut remplir, 15 râteliers pour un groupe de chevaux, au niveau de la gestion, ça commence à être un petit peu compliqué. Et c'est un point qu'on va illustrer par la suite de voilà, quelle est la limite, justement dans cette multiplication des points de ressources. Alors un râtelier qui est accessible depuis les 4 côtés comme celui qu'on voit sur l'illustration du milieu, ça permet quand même, d'alimenter beaucoup de chevaux de manière très calme. Ils gardent un comportement social dans l'alimentation, on va dire que les 2 côtés d'un râtelier peuvent être considérés comme 2 points d'affouragement distincts. Donc on va quand même, veiller à avoir au moins 2 points d'affouragement, mais avec des grands points d'affouragement comme ça, même les chevaux qui sont en bas de la hiérarchie, qui sont un petit peu, comme l'exprimait Anna, les indicateurs du niveau de bien-être de l'écurie, même les chevaux qui sont en bas de la hiérarchie ont accès, au fourrage. Alors malgré le fait que les chevaux vivent en hébergement collectif, ils ont des besoins, différents comme l'exprimait bien, Anna tout à l'heure, et l'illustration que vous voyez à droite, c'est les automates. Donc là, un distributeur, automatique de concentré. On voit le cheval qui est là, qui a fini de manger et qui va sortir par la porte et on aperçoit ici, la petite mangeoire mobile qui va sortir de l'automate. Donc des nouvelles gammes d'automates que je vous présenterai un tout petit peu plus tard. Alors, pour les autres points qui correspondent, aux comportements sociaux, on parlait de multiplier l'accès aux ressources. Alors on a parlé de l'alimentation, on a parlé des râteliers. Alors on voit un râtelier là-bas derrière. On voit ici un distributeur individuel de fourrage dans lequel, pareil, on va pouvoir individualiser la ration, y compris de manière plus précise sur la question du fourrage. Et donc là, le cheval gris est en train de pousser le portillon en tire-tour pour sortir du distributeur individuel de fourrage. Pour tout ce qui est de la question de l'accès aux abris, Anna en parlait, il faut que nos chevaux qui sont en bas de la hiérarchie puissent accéder aussi à la ressource abri. D'expérience, on observe notamment dans les écuries actives que si on met un seul grand abri pour un groupe, finalement on peut avoir, le groupe dominant ou les chevaux dominants qui vont avoir accès, à cette ressource et puis les chevaux qui sont en bas de la hiérarchie, qui hésitent à y aller et qui n'ont finalement pas accès à cette ressource. Donc on a plutôt tendance à, multiplier le nombre d'abris, quitte à faire à des abris plus petits, mais multiplier le nombre d'abris accessibles par les différents chevaux, par les différents sous-groupes qui composent le troupeau dans les écuries actives.
Anna parlait, également de la possibilité d'évitement pour les chevaux subordonnés qui puissent, éviter les chevaux dominants, ne pas avoir de cul-de-sac, ne pas avoir de passage étroit, et nous, notre objectif, bah, c'est un petit peu la photo qu'on voit sur la droite, c'est que les groupes de chevaux 2 groupes de chevaux puissent se croiser sur une piste, qui compose une écurie, tout en restant au pas. C'est-à-dire que notre cheval, qui est en bas de la hiérarchie, s'il peut éviter le dominant en restant au pas, on estime que c'est quand même une situation de bien-être puisqu'il n'exprime pas de comportement de stress. Donc les couloirs, on va dire, qui vont séparer les différents points d'intérêt dans des hébergements collectifs, vont devoir être suffisamment larges. Nos préconisations, elles sont, entre 8 et 10 mètres. Parfois, si on n'a pas trop le choix, un passage étroit, à 6 mètres, mais il faut vraiment que ce soit court. Sur des systèmes d'hébergement collectif, on voit des couloirs qui font que 4 mètres. Bah, on observe en général que les chevaux ont tendance à accélérer, et on sait, aujourd'hui, que le trot et le galop sont les allures qui sont réservées aux comportements sociaux ou à la fuite. Donc ça veut dire que le cheval qui accélère dans un couloir, c'est qu'il n'est pas dans un état de calme, absolu. Voilà, donc on va éviter ces passages étroits et éviter les cul-de-sac. Quand on va dire un cul-de-sac, nous, c'est un cul-de-sac qui fait 10 mètres de large, donc doit-on encore le considérer comme un cul-de-sac? Voilà, alors je vous parlais tout à l'heure, de la question, de multiplier les points d'affouragement, voilà, de multiplier les points de ressources pour les chevaux, mais on voit que multiplier ces points de ressources, ça multiplie aussi le travail. Et donc on se dit que le bien-être des chevaux, il est un petit peu aux dépens du bien-être de l'éleveur, en tout cas de la personne qui gère la structure. Et c'est une discussion qu'on a eue avec Anna en préparant ce webinaire, sur le principe du one welfare. Le one welfare, c'est l'idée que finalement, le bien-être des animaux est aussi, associé au bien-être des éleveurs, au bien-être des humains qui fréquentent ces animaux. Et du coup, il faut créer des synergies qui améliorent à la fois le bien-être de l'humain et le bien-être de l'animal. Alors le bien-être de l'animal, on l'a suffisamment, décortiqué pendant ce webinaire. Voilà, je voulais attirer votre attention sur le bien-être de l'humain qui va passer par des solutions d'ergonomie et de fonctionnalité. Donc au bureau d'études chez Orstop, on s'est mis comme ça quelques leitmotifs qui nous guident quand on accompagne des porteurs de projets dans la conception de leur structure. On veut qu'une personne seule puisse travailler en sécurité, accomplir l'ensemble des tâches seule en sécurité. Il faut aussi que pendant l'accomplissement de ces tâches, les chevaux soient en sécurité. Et pour ça, on a un grand ennemi dans les écuries, et c'est le petit, picto sur la droite, c'est l'objectif zéro fourche. La fourche est un outil particulièrement dangereux. Alors non pas qu'on ait des chevaux qui se blessent ou des gens qui se blessent en se piquant avec une fourche, mais c'est un outil dangereux. Il est dangereux pour les vertèbres, il est dangereux pour le moral et puis c'est un outil qui fait du travail à petite échelle. Dans les autres filières animales, il y a bien longtemps qu'on soulève plus du fumier avec une fourche, et il serait temps qu'on s'y mette, nous, dans le milieu du cheval. Donc toutes les solutions qui vont permettre d'éviter la fourche, c'est des solutions qu'on cherche à creuser quand on accompagne des porteurs de projets. Alors voilà, on en fait quelques illustrations ici, notamment par la mécanisation et l'automatisation. La mécanisation, elle va notamment permettre de gagner beaucoup en temps et en pénibilité sur la gestion des tâches de manutention, de fourrage et de ramassage du fumier. Comme on peut le voir sur l'illustration en haut à gauche, avec le curage mécanisé, avec une balayeuse ramasseuse dans des systèmes de type écure active. On estime à 70 le temps gagné sur du curage mécanisé par rapport à du curage manuel. Et puis, en bas, des illustrations sur l'hébergement en box avec, bah, la solution qui est re des solutions qui sont relativement, démocratisées maintenant. Alors des solutions avec du curage de box en cloison coulissante, sur l'illustration du milieu où on tire toutes les cloisons et on vient ramasser tout le fumier en un seul passage de godet de tracteur, enfin peut-être plusieurs passages vu la quantité qu'il y a là, mais en tout cas de façon beaucoup plus rapide qu'à la main. Et puis l'illustration en bas à gauche, par exemple, des box avec des façades ouvrantes, qu'on peut curer depuis l'extérieur du barn ou à droite des solutions d'automatisation. On a parlé de distributeurs individuels de concentré. On a aussi des distributeurs individuels de fourrage, qu'on peut voir ici dans un box. Donc voilà, tout ce qui est mécanisation, automatisation va nous permettre d'augmenter la fonctionnalité et l'ergonomie dans les écuries. Alors ce qui nous passionne, ce qui nous réunit tous finalement, c'est la relation
de l'homme et du cheval, que ce soit pour de l'équitation, pour de l'équithérapie, pour, de la compétition, pour de la randonnée, voilà. C'est toujours la relation de l'homme du cheval et du cheval qui doit être au centre et finalement, quand, les besoins du cheval, sont remplis avec les fondamentaux que constituent le fourrage, les relations sociales, la locomotion, la santé comme l'exprimait Anna ou et les attentes, quand on revient à la définition du bien-être, hein, les attentes du cheval, sont remplies, notamment au niveau du bien-être et de la santé. Ce cheval, il va exprimer du calme, de la sérénité et de la disponibilité envers son humain, son cavalier, son groom, enfin envers l'humain et du coup, ce calme, cette sérénité, cette disponibilité vont nourrir la relation. Et cet humain nourri par la relation, lui aussi, si on travaille à heu, voilà, répondre à ses besoins en termes de fonctionnalité et d'ergonomie, finalement, on va lui dégager, la plus grande de ses attentes, c'est du temps. Et ce temps, il va pouvoir le consacrer à l'observation, à l'attention, à la complicité avec son cheval. Et ça aussi, ça va nourrir la relation, homme-cheval. Puisque finalement, c'est ça qui nous anime tous, quelles que soient les activités qu'on pratique avec les chevaux. Voilà. Alors, heu, on arrive à la conclusion de cette présentation et on va pouvoir répondre à vos questions, mais je voulais profiter de ce webinaire pour vous passer une invitation, à venir visiter notre nouveau showroom dans lequel vous pourrez, voilà, voir, toucher, expérimenter, toutes ces solutions, qu'on vous propose pour améliorer, l'ergonomie, la fonctionnalité du côté de l'humain et puis tous les points sur le bien-être qu'on a exprimés ici du côté du cheval, donc sur notre showroom au siège de Horse Stop à Malissard, donc c'est, une commune voisine de Valence, dans la Drôme, donc sur le périph' de Valence. Alors dans ce showroom, vous avez d'abord une partie qui est consacrée à l'hébergement individuel, que vous voyez ici avec un barn dans lequel on a toutes les fonctionnalités, voilà, que nous présente, Michel Robert avec 2 de ses chevaux, qu'on a pu accueillir, dans notre barn. Michel Robert, un de nos cavaliers partenaires, voilà, donc on ne présente pas on va dire heu, la philosophie, les attentes en termes de bien-être. Alors dans toutes les fonctionnalités qu'on pourra vous présenter dans ce barn, on voit, ici Amélie qui nous présente, le système de distribution individualisée du fourrage, le hay corner avec un système de filet petite maille, le distributeur individuel de fourrage dont on a pu parler, des systèmes, très innovants, très sécurisants et puis particulièrement, sympas à vivre de cloisons que nous présente, notre collègue Anthony ici. On a, voilà, tout ce qui concerne le confort, au niveau des points d'attache et puis, le curage mécanisé dont on parlait pour améliorer l'ergonomie avec, des systèmes de façade ouvrante. Voilà, tout ce qui concerne aussi l'hébergement, en extérieur, donc les façades ouvrantes, depuis l'extérieur du barn, tout ce qui est paddock individuel, heu, des portes pilotées qui vous permettent, de gérer, de programmer l'ouverture et la fermeture, du paddock pour que le cheval puisse aller, auprès de manière temporisée et puis, voilà tous les sols stabilisés qu'on peut trouver sur de l'hébergement, individuel. Et puis évidemment, on est sur Stop, donc on ne peut pas ne pas parler, du pôle écurie active. Donc il y a une mini écurie active, qui est aussi, mise en place sur ce showroom avec, tous les systèmes de râtelier, avec les filets petites mailles, voilà, sur mesure, adaptés au râtelier qui vous permettent d'enlever et de remettre le filet rapidement. Voilà, toutes les illustrations de stabilisation de sol, de circulation des chevaux dans l'écurie active. Et notre nouvelle gamme, d'automates, alors là, on est vraiment, voilà, hyper heureux de vous présenter cette nouvelle gamme, qu'on va commencer à implanter dans les premières écuries actives, qui nous ont fait confiance. Là, il y en a quelques-unes qui vont arriver en même temps. Peut-être il y a quelques participants du webinaire qui se reconnaîtront avec, la caméra qui filme chaque passage du cheval. Alors distributeur individuel de concentré, distributeur individuel de fourrage, porte sélective, voilà, façade collective temporisée aussi, et puis les illustrations qu'on vous a montrées aussi dans les box, donc porte temporisée et puis distributeur individuel de fourrage temporisé. Voilà, avec les systèmes d'abreuvoir et de circulation pour les chevaux.
J'ai parlé beaucoup trop longtemps, donc voilà, je vous invite, à prendre contact avec nous, sur notre site internet. Voilà, vous avez tous les liens, et le lien dans la conversation pour prendre contact. Voilà, il suffit de nous passer un coup de fil et vous venez, prendre contact avec nous. On vous fera visiter tout ce showroom, voilà, et on vous offrira un bon café parce que chez Heurstop, on ne boit que du bon café. Voilà. Voilà, Eh et ben, ben, merci merci beaucoup beaucoup pour, pour votre écoute Arnaud? et puis et on puis est on est prêt à prêt à vous vous poser poser des nos questions. questions. Je me permets de rebondir immédiatement pour compléter ce que tu viens de dire du coup sur le showroom. J'ai une personne dans la conversation qui me demande si on peut venir pour se donner des idées sur notre showroom ou est-ce qu'on doit obligatoirement venir pour acheter. Donc je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de compléter ton propos par rapport au showroom du coup. Eh ben, effectivement, oui, oui, non, non, il faut venir, également pour prendre des idées. Voilà, ce showroom, il est là pour accompagner tous les porteurs de projets dans leur réflexion. Donc hésitez pas, même si votre projet, est un peu long terme, à venir, voilà, venir nous voir, venir réfléchir ensemble. On vous accueillera dans le showroom, mais on vous accueillera aussi, dans nos bureaux pour que vous puissiez, voilà, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur votre projet. Voilà. Alors Amélie, je te laisse, la parole. Pardon, je crois que j'ai fait un partage malencontreux. Hop, je vais revenir sur la dernière slide. Voilà. Eh Qui bien, tout d'abord, je vous remercie. On a beaucoup de questions qui sont apparues tout au long du webinaire, donc un grand merci pour toutes vos questions. Alors, pour commencer, j'ai une personne qui me demande si vous préconisez des aménagements spécifiques qui facilitent l'intégration de nouveaux chevaux dans le lot, notamment pour les plus âgés. Tu veux répondre ou pas? Arnaud, parce qu'il y a allez, un je peu je de te laisse je te laisse peut-être répondre sur les Peut-être fondamentaux, sur le comportement des chevaux plus âgés, si tu as quelques indications, puis après moi je peux donner quelques adaptations. Bah, alors, il y a ce qui se fait pour l'instant, en tout cas pour, je sais plus si le cadre c'était l'écurie active, mais en tout cas en écurie active, il y avait donc ce principe du box d'intégration, donc où le cheval n'est pas directement dans le groupe et ça permet déjà de faire en sorte que les membres du groupe puissent, commencer à prendre contact avec, le nouveau cheval. Après moi je vais être très, très très ciblée sur, le box de rencontre et les parois sociales parce que c'est ce que j'ai étudié et ce qui me paraît être, un moyen vraiment super sécurisé de faire des choses de façon très progressive. Donc ça c'est de toute façon un moyen qui sera, sans doute très adapté pour des chevaux qui sont plus âgés ou en tout cas qui ont peut-être plus autant de capacité que les autres, à se mettre dans les interactions sociales et à déployer toute leur palette de comportements. Donc, en tout cas, la grande consigne, c'est le plus progressif, c'est le mieux. Et après, à observer comment ça se passe, au quotidien. Je Et te laisse compléter, effecti Arnaud. Ouais, je veux bien compléter. Après là, ce que je veux vous dire là, c'est pas des observations scientifiques, c'est plutôt des retours d'expérience de ce qu'on a pu voir dans certaines écuries. Alors il y a des écuries qui sont vraiment spécialisées sur les chevaux âgés, qui se spécialisent dans la retraite et certaines se sont équipées avec, voilà, avec des équipements, particuliers pour ces chevaux-là. Hem D'expérience quand même quand alors il y a l'âge et puis il y a l'état physiologique du cheval. Il y a des chevaux qui même, après un grand âge restent très alertes, les sens sont bien en forme. On a des chevaux qui gardent, une bonne audition, une bonne vision, une bonne tonicité. Donc en général ceux-là, bah, j'ai envie de dire, on peut encore les traiter comme des pas comme des jeunes chevaux, mais encore comme des chevaux en forme. Et puis après quand on commence à avoir des chevaux qui baissent vraiment dans leur capacité locomotrice, dans leur perception, dans leurs réflexes. Moi, je suis plutôt d'idée de pas trop changer leur mode de vie. Même si leur mode de vie est pas idéal, en tout cas, changer les habitudes, ça génère beaucoup de stress, et du coup sur des chevaux comme ça, peut-être qu'il faut plus trop changer les habitudes. Voilà. Pour ce qui est des spécificités, souvent, bah, le plus gros problème avec les chevaux âgés, moi je vois 2 problèmes, plutôt des problèmes respiratoires souvent sur des chevaux qui ont vécu longtemps en boxe. Donc en général,
bah, le plus on peut les faire vivre dehors, bah, le mieux on se porte. On peut avoir, voilà, la solution des distributeurs individuels de fourrage dans lesquels on peut allouer un fourrage spécifique pour certains chevaux, notamment, enfin du foin traité ou de l'enrubanné, voilà ce genre de choses. Et puis l'autre pathologie, c'est plutôt les chevaux avec des pathologies dentaires et là on va travailler plutôt sur l'alimentation. Alors, idem, on peut utiliser le distributeur individuel de fourrage, pour distribuer alors plutôt que de mettre du fourrage de l'autre côté de la coulisse, hein, qui va gérer le temps d'accès, on peut mettre, bah, une bouillie pour les chevaux qui sont contraints à se nourrir avec de la bouillie et puis, voilà, c'est les 2 grosses pathologies. Alors une adaptation que j'ai vue sur une écurie, c'est un espace dans lequel on a une porte sélective qui gère l'accès juste pour certains individus. Donc on va dire, on a un espace tranquille pour les petits vieux où ils ont toutes les ressources. Donc s'ils veulent, ils peuvent aller dans le reste du troupeau, mais s'ils veulent avoir des moments tranquilles, ils ont, cet espace dans lequel ils peuvent se retirer pour être au calme. Voilà. Voilà pour les L'alimentation aménagements pour les pour les vieux, vieux chevaux. chevaux. Merci beaucoup pour vos réponses à tous les 2. J'ai 2 questions qui sont très ciblées sur Anna, donc j'y reviendrai, après. Une autre question, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour augmenter les contacts sociaux lorsqu'un cheval est au paddock et doit être isolé? Et donc notamment la personne parle, du fait qu'il y a déjà la clôture, mais est-ce qu'il serait possible de permettre, encore plus de contacts entre, les chevaux, du coup? Ça dépend un petit peu de la raison pour laquelle il est isolé aussi. Je sais pas si c'est quelque chose de pathologique, s'il doit pas du tout se déplacer ou en tout cas, peut-être pas, à marcher sur une blessure, enfin voilà. Il peut y avoir plein de choses qui vont faire qu'on va aller plus ou moins sur une interaction plus poussée. Si déjà ils ont la possibilité d'interagir, je trouve ça bien comme on peut avoir par exemple avec, des box terrasses qui sont, adjacents. J'ai pas forcément d'idée particulière dans ce cas précis, si ce n'est de s'ils ont déjà, 2 chevaux qui s'entendent bien, de les mettre ensemble, dans un paddock tant qu'à faire. Mais là, je vois pas forcément si le cheval doit absolument être isolé, le fait de pouvoir avoir des contacts, à travers la clôture ou un box terrasse, je vois pas forcément. Arnaud, tu veux compléter? Alors, oui, je pense qu'il y a alors effectivement, il y a le cas du cheval, contagieux, enfin isolé parce qu'il est contagieux. Bon, bah, celui-là évidemment, bon, bah, tant pis pour Ouais. lui, mais il y a un moment, il y a la santé va passer avant tout donc lui, on va plutôt, l'isoler. Peut-être qu'il puisse garder des contacts visuels, mais forcément, il faudra que les chevaux soient loin. Hem, Ensuite, il y a le cheval qu'on arrête pour une pathologie locomotrice. En général, celui-là, il faut vraiment pas qu'il bouge, et en général, la cloison sociale qu'a utilisé Anna peut être une très bonne, voilà, une très bonne utilisation. On va dire, ce cheval, s'il a déjà l'habitude de contacts sociaux et s'il a des chevaux, copains, on va dire, on peut faire un roulement des copains parce que les pauvres, eux, ils ils sont pas, on va pas ils sont pas obligés d'être au box en permanence, mais on va pouvoir faire un roulement des copains qui viennent tenir, compagnie, on va dire, à celui qui est obligé d'être cloîtré dans son box pour des pathologies locomotrices. Pour tout ce qui est paddock, et je crois que c'était plutôt l'objet de la question, moi je fais attention, notamment pour les box d'intégration, bah, c'est ce qu'on voit sur l'illustration derrière les fonds d'écran qu'on a derrière nous, c'est d'avoir des paddocks qui ne sont pas électrifiés. Alors si on met des paddocks avec des clôtures qui sont en bois mais pas électrifiées, bah, il y a un moment ils vont quand même les ronger. Donc, on peut se dire que c'est une pièce d'usure et puis dans ces cas-là, on met quelques travées de clôture pas électrifiées de manière à ce que les chevaux puissent vraiment venir au contact. Sinon, si on veut un équipement plus pérenne, en général, c'est plutôt des clôtures, galvanisées comme on voit, voilà, sur les illustrations derrière nous, voilà, des clôtures, galvanisées, mais où il faut faire attention qu'il y ait pas de points métalliques, de vis, de points contendants qui risquent de dépasser et puis des clôtures qui sont bien espacées, de manière à ce qu'un cheval puisse passer la jambe et la retirer sans risquer de rester coincé. Donc les portails Galva, c'est pas vraiment pas idéal pour ça, mais des clôtures Galva avec pas mal d'espacement, ça marche bien. Merci. J'ai une autre question, concernant l'intégration d'un nouveau cheval, dans un troupeau. Combien de temps faut-il, pour, qu'un cheval, s'intègre sereinement, dans son nouveau troupeau?
la question à 5 000 $. Exactement. C'est vraiment celle qui revient très, très souvent et malheureusement, il y a pas de temps, on peut pas comme dans une recette, dire, «Il faut tant de temps pour une intégration». Ça dépend vraiment de chaque groupe, de plein de facteurs différents, du passé des chevaux aussi, enfin, il y a vraiment un grand, grand nombre de facteurs. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Parfois, il y a aussi des cas, de retour d'expérience qu'on a à plusieurs mois. Avant que ce soit réellement stable, si vous voulez et qu'on puisse avoir, nous, on fait souvent, la hiérarchie, en fait, en faisant des observations, voir, quelle est la hiérarchie quand elle est stable. Ça, on se donne une consigne, c'est de pas le faire avant 1 mois, en tout cas 1 mois ensemble, et c'est un minimum. C'est vraiment quelque chose qu'on fait, enfin, qu'on se dit un petit peu, dans les coulisses entre nous, quand on fait nos observations, mais il y a pas de normes. Mais voilà, il faut quand même compter, plusieurs semaines. Est-ce que tu peux, essayer, alors je sais que l'exercice est pas évident, mais de nous donner, une liste plus ou moins exhaustive des facteurs qui te viennent à l'esprit, qui peuvent influer justement sur ce temps, sur cette durée? Oui, tu sais qu'il y a à peu Tu près les as donnés un 50 petit peu rap questions qui sont en train de s'empiler et qu'on va finir à 22 heures. d'accord. Ben, ouais, ouais, je vais Je pense essayer, non, mais je vais elle est centrale, voilà, mais si on en c'est oublie, vrai, c'est pas très grave, non, mais non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ce qui me vient déjà à l'esprit, c'est le vécu du cheval, s'il a déjà certaines capacités sociales ou pas. Je parle du nouvel individu, mais aussi de ceux qui sont dans le groupe, parce que parfois on a juste certains individus qui s'entendent très bien et on a un groupe qui est cohésif et puis on va rajouter un individu et c'est là que ça va poser problème. Donc le fait que les chevaux aient pu avoir des expériences passées et savoir parler cheval, en gros, c'est un petit peu ça le but. Et ben ça va énormément influencer aussi leurs compétences sociales par la suite et le fait qu'ils puissent, bah, être un peu modulables et pouvoir vivre avec d'autres chevaux. Il va y avoir, le stress qui peut être enfin, venir du fait de venir dans une nouvelle structure, de pas connaître l'environnement pour le nouveau cheval. Il y a des chevaux qui sont plus émotifs que d'autres. Il y a des histoires d'affinité avec des chevaux qui s'entendent mieux avec d'autres que certains. Il y a des histoires, d'enjeux aussi avec des chevaux qui, alors c'est pas du tout quelque chose de gravé dans le marbre qu'un cheval qui est dominant dans un groupe sera tout le temps dominant, mais certains chevaux peuvent avoir une certaine, hem, façon de reproduire ce schéma dans beaucoup de groupes de quels qu'ils soient. Donc ça peut aussi venir, des chevaux qui sont plus ou moins agressifs que d'autres, dans leurs interactions, je veux dire, avec les autres. Il y a vraiment un sur nombre des et là, je suis vraiment paramètres. que sur le côté social du cheval. Je parle même pas de l'environnement ou alors de la relation avec l'humain, c'est encore d'autres choses, qui se rajouteraient. Est-ce que tu penses que des paramètres, sexe et âge peuvent être, est-ce qu'on peut avoir des constantes par rapport à ça ou pas? Alors par rapport à la hiérarchie, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a pas d'histoire de sexe et il y a pas d'histoire de, poids-taille. Par contre, l'âge, a une importance, dans le sens où plus les individus sont âgés et plus ils sont depuis enfin l'ancienneté aussi dans le groupe, va faire que ça, c'est vraiment des facteurs qui rentrent en jeu dans la dominance, dans la hiérarchie de dominance. Donc plus les individus sont là dans le groupe depuis longtemps et plus ils vont, monter, potentiellement dans cette hiérarchie de dominance. Pour le sexe, non, ça ne rentre pas en compte, dans ces aspects de dominance. Et pour, bah, après si on prend des classes très, très différentes, mais donc voilà, les très jeunes, très souvent, sont aussi quand même, plutôt subordonnés et les chevaux extrêmement, pardon, je veux vexer personne, mais les chevaux les plus âgés aussi, peuvent avoir, finalement être dans les plus subordonnés, mais voilà, il y a un peu 2 classes et entre les 2, le médian et quand on est, le plus âgé du médian, bah, on a en tout cas un facteur, potentiellement, favorisant pour être dans ce haut de la dominance. Dominance. Voilà. Fallait pas me lancer sur une autre question comme ça, parce que sinon je repars 10 heures. Euh, on va parler cheval et vache, du coup, la relation qu'il peut y avoir dans un même troupeau. Du coup, on me demande si un cheval qui vit avec un groupe de vaches a le même effet qu'avec des chevaux. Donc, j'imagine, est-ce que les rapports sociaux sont les mêmes? Est-ce qu'une vache peut potentiellement remplacer un cheval? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la question. Euh, voilà. Ouais.
Alors, la réponse dans l'absolu est non. C'est-à-dire que le fait qu'ils puissent, se substituer, que les vaches puissent se substituer, à un individu, équin, un congénère, non, c'est pas du tout le même, langage en fait, donc disons qu'il y a, certains types de pâturage où on va mettre des groupes de chevaux avec des groupes de vaches et c'est pas du tout mon domaine, mais je sais que ça se fait et j'ai des collègues qui travaillent sur les avantages de ces pratiques-là. Mais par contre, le fait de mettre un cheval complètement seul avec un groupe de vaches, je serais pas vraiment favorable à ça parce que c'est pas le fonctionnement social du cheval, quoi. Et effectivement, on va dire le pâturage des bovins et des équins, ensemble, voilà, c'est plutôt des objectifs, agronomiques, les uns mangeant les refus des autres, mais effectivement en termes de relations sociales, voilà, c'est parfois alors, on va dire c'est vraiment un pis-aller, mais oui, un individu tout seul d'ailleurs, il y a certains pays où c'est même interdit d'avoir un cheval tout seul, notamment en Suisse, on peut pas avoir légalement, on ne peut pas détenir un cheval tout seul. On peut avoir des chevaux avec des ânes, mais c'est pareil, c'est pas la même espèce, les comportements sont pas tout à fait les mêmes et c'est même le niveau de bien-être social d'être avec un presque pareil, d'être avec un pareil. Voilà. Notamment, il y a des notions de territorialité de certaines espèces, qu'il y a pas chez d'autres, entre le cheval et l'âne, et cetera. Merci. Hem, Comment gérez-vous les chevaux de sport ferrés en groupe? Je laisse répondre, Arnaud, peut-être parce que toi, tu as plus d'exemples, Allez, dans hem Alors, j'ai envie de dire là c'est à la discrétion du gestionnaire du groupe et puis des propriétaires de chevaux qui sont dans le groupe. Heu, Effectivement, le fait d'avoir un cheval ferré, s'il donne un coup de pied, il y a un risque qui est supplémentaire. Donc dans la plupart enfin là je vais parler plutôt côté écurie active, hein. Dans l'immense majorité des écuries actives, les chevaux ne sont pas ferrés des postérieurs. Les cavaliers alors soit c'est des chevaux qui ne sont pas ferrés du tout ou des chevaux qui ne sont que ferrés des antérieurs. On a des cavaliers qui vont sur les terrains durs avec des hipposandales parce qu'aujourd'hui sur le marché on va dire, une gamme très, très large donc on trouve, chaque cheval peut trouver, chaussures à son pied et puis on a je connais quelques écuries aussi où ils tolèrent les fers postérieurs, mais que à la condition que ce soit des fers plastiques, voilà. Mais il y a pas de voilà, il y a pas de règle, c'est vraiment à la discrétion, dans le des enfin voilà, du gestionnaire du groupe. J'ai vu aussi quelques chevaux ferrés dans des écuries actives avec des fers, métalliques, mais en général, c'était des chevaux qui avaient vraiment des grosses pathologies d'aplomb et en général des chevaux qui étaient, voilà, c'était vraiment pour leur santé qu'ils étaient ferrés et puis on va dire dans l'état où ils étaient pas trop en capacité d'abîmer grand monde. Voilà. Si je peux juste rajouter, mais promis, je serai pas longue. Pour les études qu'on a faites, nous, avec, la paroi sociale, donc pour les jeunes chevaux qui étaient au débrouage, bah, ils étaient pas ferrés et pour, les chevaux qu'on avait, les chevaux de sport, ils étaient ferrés des 4, et bah, c'est quelque chose justement où il y a eu vraiment un point, où on était quand même un petit peu en suspens là-dessus parce qu'effectivement, c'est une paroi qui est sécurisée, mais, le fait d'avoir des fers, au postérieur pouvait quand même, représenter un risque. Mais voilà, en tout cas, nous, dans nos conditions, avec ces chevaux-là, on n'a pas eu de blessures. Merci Anna. Hem, Est-ce que le changement de groupe régulier dans un hébergement collectif est bénéfique? Donc il me semble que tu avais, répondu à la question, durant la présentation, mais Ouais, bah, alors je vais essayer de répondre assez rapidement, mais non, plutôt non, parce qu'en fait, justement, il y a toute cette hiérarchie, toute cette organisation qui va se mettre, en forme et à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau membre ou un retrait ou des changements, en fait, dans la composition du groupe et plus ça va venir déstabiliser cette hiérarchie. Alors il y a peut-être des groupes sur lesquels ça va moins se sentir, mais en fonction des individus qui composent ce groupe-là, bah, ça peut potentiellement, causer des déséquilibres et donc ça enfin, ça peut se ressentir de façon, plus ou moins forte, quoi. Alors juste pour compléter, parce que parfois on a des écuries dans lesquelles il y a des chevaux qui sortent du groupe pour partir notamment sur un événement, faire de la rando, ou aller faire du concours et d'expérience ça pose vraiment pas enfin pas de problème. À partir du moment où les chevaux ont l'habitude d'être
c'est-à-dire juste travailler, c'est-à-dire sorti du groupe puis ramené, qu'il soit ramené pour, enfin sorti juste pour 1 heure ou pour, 1 journée, une demi-journée, une journée ou 2 jours, les retours sont que ça pose pas vraiment de soucis. Les chevaux apprennent finalement à se séparer et à dédramatiser les séparations à partir du moment où enfin, on va dire celui qui s'en va revient sans trop tarder, quoi. Merci. Au niveau de la constitution de paires au paddock, quelles sont les bonnes recettes? Quel rythme de mise en présence? Bah, ça, c'est un petit peu comme, cette histoire de combien de temps pour une intégration, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui dépendent, de votre cas spécifique et donc on ne peut pas avoir une recette, toute faite. Mais il y a déjà des choses qui constituent aussi, le fait que des individus s'entendent bien, déjà des choses en termes de tempérament. Les chevaux qui ont le même tempérament, c'est des choses qu'on a vues, dans des études, de mes collègues, s'entendent mieux aussi. Donc on a souvent des affinités avec des chevaux qui ont les mêmes tempéraments et de même âge aussi. Donc c'est ça, si déjà on peut un petit peu composer les paires par rapport à ça, c'est des choses qu'on laisse pas du tout et puis après, enfin, c'est à l'observation, c'est-à-dire, voir comment ça se passe déjà sur, des premiers temps. D'abord dans des paddocks adjacents ou en tout cas pas directement, peut-être pas en contact direct ou alors en contact direct en restant à côté, en faisant vraiment bien attention à tous les signes, de potentiel stress d'un cheval qui voudrait absolument sortir et qui est pas très, très bien dans cet environnement. Bah, à ce moment-là, on arrête la rencontre et enfin voilà, faut faire vraiment de façon très, très progressive, donc j'aurais pas de temps, à donner une durée, comme ça, arbitraire, mais à l'observation et voilà, avec certains facteurs, qui peuvent être favorisants comme, le tempérament et l'âge. Si on voulait tous se transformer en petits éthologues, il faudrait compter, les interactions, agonistiques et les interactions, on va dire, amicales entre les chevaux. Puis quand on voit que finalement les interactions amicales ont tendance à prendre plus de place, c'est-à-dire le rapprochement, les flairages, et cetera. Et puis les interactions agonistiques, c'est-à-dire, les menaces, voilà, voilà, tout ce qui est, oreilles couchées et cetera, ont tendance à se réduire. Est-ce que ça, c'est un bon indicateur de voir moins de menaces et plus d'interactions, d'interactions amicales? Moi, je dirais que c'est par rapport à l'intensité surtout. Une fois qu'il y a une diminution de l'intensité parce qu'en fait, finalement, si on regarde par rapport aux interactions agonistiques, donc les interactions agonistiques, c'est les agressions et les défenses et en fait, bah, quand on a une hiérarchie, on en a plein des interactions agonistiques parce que, enfin, le cheval A va éviter le cheval B. Donc finalement, on a pas mal de choses comme ça, des menaces, des évitements et ça, c'est des signaux subtils et c'est OK. Par contre, quand on va avoir vraiment des agressions qui vont être, de la charge, de la morsure, en allant vraiment jusqu'au bout de l'attaque, des coups de pied ciblés et cetera, et que ça diminue pas, là, c'est vraiment un problème. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, voir si l'intensité des interactions agonistiques diminue et que petit à petit, on a aussi, des rapprochements et le fait que les chevaux soient plus donc proches, vraiment physiquement, spatialement, volontairement, je veux dire. Donc ça, c'est aussi un bon indicateur parce qu'en fait, en fin de compte, les chevaux, quand ils ont la possibilité d'interagir, ils le font. Mais très souvent, ce qu'ils font et c'est ce que je voyais beaucoup avec, cette paroi sociale, ils vont se mettre dans la paroi, prendre leur foin et manger ensemble. Donc et c'est ce qui se passe aussi enfin, s'ils ont la possibilité en paddock, c'est de pâturer ensemble. Et quand on voit que les chevaux commencent à se synchroniser un petit peu dans cette activité-là, à réduire leur proximité, à s'agresser de façon moins intensive, à ce moment-là, là, on peut se dire que ça va sur le bon chemin. Merci. Hem, j'ai plusieurs questions sur la paroi sociale du coup qui reviennent. Dans le cadre d'un hébergement intérieur, le comportement d'un cheval dominant est-il modifié? Est-il plus agressif concernant les ressources, notamment le foin? C'est intéressant et j'ai pas vraiment pu le tester parce qu'en fait, les chevaux que j'avais, ils étaient en hébergement individuel seuls, donc je peux pas vraiment savoir et en plus, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'être dominant, c'est pas, une caractéristique, individuelle. C'est-à-dire qu'un cheval dans un groupe peut être dominant et il peut avoir un statut plus subordonné dans un autre groupe. C'est pas quelque chose qui est vraiment intrinsèque. Par contre, le fait qu'avec l'autre cheval, il ait un statut plus dominant dans la paire qu'on a composée,
c'est tout à fait possible et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, et c'est aussi ce que je faisais, c'est faire des tas de points en fait, à l'autre extrémité. Donc comme ça, si le cheval veut manger, que ce soit, celui qu'on considérera plus dominant ou le plus dominé, ils sont, chacun dans leur partie individuelle et ils peuvent être tranquilles. Et en fait, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les chevaux qui s'entendaient bien et qui voulaient manger ensemble, ils déplaçaient leurs foins au milieu de la paroi. Mais en fait, c'est mieux de vraiment mettre les ressources à l'écart. Pareil pour le point d'eau aussi, il faut qu'il soit assez éloigné pour que, en fait, les chevaux, s'ils ont pas envie d'interagir et qu'ils ont quand même besoin d'accéder à ces ressources, ils soient pas empêchés par la présence de l'autre. Et c'est aussi un dernier petit point que je voulais dire, encore une fois, je m'embarque, mais l'intérêt aussi de cette paroi, c'est justement qu'il y a une partie qui est, obstruée avec, une partie en bois où, les chevaux vont pas forcément, se voir directement et ils ont aussi cette possibilité de retrait. C'est assez, grand pour qu'ils puissent, ne pas être, atteignables par l'autre individu. Donc comme ça, on est en interaction quand on en a envie et on peut se retirer quand on en a plus envie. Très bien, merci Anna. Pour compléter sur la paroi sociale, est-ce qu'elle peut être installée à l'extérieur? Une question qui revient. Bien, dans la pratique, il faudrait voir avec Horstop, mais en tout cas, nous, on avait fait cette commande-là pour, l'étude justement des chevaux de sport où on est venu s'implanter dans une structure. On a construit notre petit notre petit box de rencontre et voilà, c'était une grosse structure assez imposante puisqu'on avait 4, enfin 2 box de 4 par 4. Mais oui, c'était tout à fait possible de venir dans une structure qui était déjà existante et c'était justement aussi l'intérêt de pouvoir faire des intégrations comme ça avec, de l'hébergement collectif, par exemple, ou voilà, dans des structures où il y a pas forcément, de possibilité de casser des murs et bah, c'était une possibilité en extérieur. Alors pour répondre, techniquement, à la question, on l'a jamais fait, mais il suffit de se poser des questions. On a un bureau d'études, c'est fait pour ça. On est sur de l'acier galvanisé, sur le bois, là, il y a pas trop de soucis. Sur la protection, donc la partie noire que vous avez vue sur les illustrations, sur cette protection à l'intérieur, il y a de la mousse, donc je pense qu'il faudrait quand même, qu'on réfléchisse sur la partie structure en hauteur. Il faudrait que ce soit suffisamment costaud quand même pour que quand les chevaux viennent appuyer avec les épaules, on mette pas tout par terre et qu'ils se retrouvent pas directement dans le même paddock et puis protéger la partie mousse, mais pourquoi pas, on pourra la mettre dehors. Ce qui est important, c'est quand même qu'on ait cette protection, matelassée de manière à ce que les chevaux, quand ils ont besoin de se retirer rapidement pour éviter le congénère, voilà, qu'ils aillent pas, mettre un coup de tête dans une partie, galvanisée comme on peut voir dans certains râteliers parfois qui sont étroits avec des barreaux. Les râteliers avec des barreaux verticaux, l'écueil qu'on peut voir. Bah, là, c'est un petit peu pareil avec la cloison. Merci. Effectivement, c'est une question que je pense on n'avait jamais reçue encore, donc merci de l'avoir posée. Hem, pour une écurie active, quelle est la surface nécessaire par cheval en moyenne? Donc là encore, une belle question, je vous laisse le plaisir d'y répondre. Alors, Bordeaux, bon, c'est bah, pour toi. je la prends personnellement. Alors, on a tendance à dire pour garder les idées, enfin voilà, avoir des ordres d'idées assez simples, une écurie active, à minima, c'est 100 m² de surface stabilisée par cheval et 10 m² de surface d'abri par cheval. Alors c'est histoire d'avoir des ordres d'idées clairs. Maintenant, 100 m² de surface, de zone stabilisée par cheval, c'est vraiment un minimum et ça va correspondre plutôt, à des chevaux de type cavalerie d'instruction, des chevaux qui travaillent donc qui ont pas besoin d'une grosse activité locomotrice. Donc plutôt type retraite, heu, cavalerie d'instruction, chevaux de petit gabarit et de morphotype calme, on va dire, hein. Voilà, si vous mettez des jeunes chevaux de sport avec 100 m² par cheval, ça va très vite mal se passer. Donc là, sur des chevaux qui ont un plus gros besoin locomoteur sur la partie stabilisée de l'écurie, on va avoir tendance à facilement doubler cette surface-là. Et puis, il faut bien comprendre que cette surface stabilisée, c'est, on va dire, le camp de base sur lesquels on bloque les chevaux quand les pâtures ne sont pas utilisables pour des questions de surpâturage ou de destruction par piétinement et du coup, l'objectif, c'est d'avoir ce camp de base, mais un maximum d'accès à l'herbe, évidemment. Donc on peut avoir 100 m², par cheval stabilisé pour une école d'équitation, mais dès qu'il fait beau, hop, tout le monde a accès à l'herbe. Merci.
Y a-t-il un nombre préférable pour un troupeau? Moi, je te laisse encore, répondre parce que toi, tu as ton retour d'expérience là-dessus et moi, j'ai la connaissance scientifique, deux choses différentes. Effectivement, donc je vais donner mes retours d'expérience et puis tu me contrediras après. Heu, c'est-à-dire qu'on a, d'expérience, pareil, il y a un peu un effet critique, des chevaux quand on a, le groupe de, on va dire la crise, heu, c'est entre 5 et 8-9 individus. Ça, c'est d'expérience les troupeaux les plus compliqués à gérer. Alors souvent, quand on a le développement d'une écurie active, c'est le moment où l'effectif, en plus, est en train de croître. Donc les chevaux se connaissent pas depuis longtemps, donc la hiérarchie de dominance n'est pas forcément, très très bien stabilisée et donc ces groupes-là sont des effectifs, qui sont les plus difficiles à gérer. Après, dès qu'on va passer 10-12 chevaux, finalement, les chevaux ont suffisamment de choix dans les interactions sociales, pour se regrouper par affinité. Donc finalement et au-delà, il y a plus de problème, en fait. Tant que les chevaux ont accès, à toutes les ressources et que, y compris les chevaux qui sont en bas de la hiérarchie, ont accès à l'ensemble des ressources, avoir des troupeaux, qui vont au-delà, les plus grosses écuries actives en France, je pense on doit être aux alentours de 60 individus et là, il y a plus rien à gérer. Les chevaux ont tellement de choix dans les interactions sociales qu'ils trouvent facilement, leurs affinités, voilà. Donc on va dire, en dessous de 5, on gère des petits groupes par les affinités qu'on va observer et choisir, voilà. Entre 5 et 10, c'est toujours un petit peu tendu, entre 5 et 8, on va dire et puis au-delà, plus il va y avoir de chevaux, plus finalement c'est facile à gérer. Alors voilà, maintenant si j'ai dit beaucoup de bêtises, Anna, tu peux me contredire. Non, non, mais en fait, je pense que c'est des connaissances, différentes. C'est-à-dire que toi, tu as les connaissances du terrain et de ce qui se passe, en conditions domestiques et moi, Mmh, j'ai plus de connaissances sur le côté naturel et donc on peut voir un petit peu le mmh, parallèle. C'est-à-dire que les groupes, sociaux naturels, souvent, c'est des structures familiales où on va avoir, entre 6-8 individus justement, donc c'est marrant parce que c'est la taille critique dont tu parlais et en fait, c'est un fonctionnement qui est familial. Donc c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de mouvement. Alors que là, c'est nous qui imposons, qui va faire partie du groupe et c'est peut-être là aussi où justement ça pose plus problème et ce qu'on voit aussi beaucoup en conditions naturelles, c'est qu'il va y avoir des regroupements, de plein de groupes familiaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent interagir entre eux, mais chacun a son petit groupe et c'est un petit peu ce que tu disais aussi avec le fait qu'au-dessus de 10, il y a plus trop de problèmes parce que, en tout cas, moi, c'est aussi des témoignages que j'ai pu avoir, quand on avait beaucoup d'individus, une trentaine et cetera, ils vont s'organiser en sous-groupes selon leurs affinités. Ce qui reprendra un petit peu ce fonctionnement, en fait, de grandes hordes, de hardes de chevaux où, en fait, on va avoir, bah, des sous-groupes familiaux, de, 4, 8, 10 individus à peu près. Donc voilà. Pour Mon petit compléter complément. pour compléter cette question, j'ai une deuxième parfait. question qui arrive. Hem, Quelle est la plus puisque du coup, je pense que c'est pour rebondir sur tes propos, Arnaud. Actuellement, est-ce que tu connais la plus grande, écurie active en termes de surface et nombre de chevaux? Bah, c'est ce que je disais, c'est 60 individus, à peu près. Alors je sais pas s'il faut citer l'écurie, alors je pense que si l'écurie qui a ses 60 chevaux se reconnaîtra. Mais voilà, c'est à peu près ces effectifs-là, mais on a pas mal d'écuries actives où on a, voilà alors dire le plus classique, c'est des écuries qui font Heu, on va dire, entre 15 et 25 chevaux, là, il y en a beaucoup et puis après on a quand même quelques-unes avec des troupeaux beaucoup plus importants et en général, le propriétaire de les propriétaires de enfin, les gestionnaires de ces écuries-là, en général, c'est les gens les plus cool parce que finalement, ils ont les troupeaux les plus simples à gérer. Merci. Pour un cheval très dominé, des couloirs de 8 à 10 mètres, est-ce que c'est les couloirs de 8 à 10 mètres lui permettent vraiment de croiser des dominants sereinement? Nous, c'est ce qu'on observe, donc c'est ce qu'on a tendance à reproduire. Voilà. Alors on peut aménager, alors Anna, tu pourras compléter aussi. Excuse-moi, j'ai pris la main. Ce qu'on a tendance à faire nous, c'est aussi créer des îlots paysagers, c'est-à-dire de ponctuer l'espace, en tout cas dans les endroits, sur la zone stabilisée où c'est un petit peu plus étroit que dans des grandes pâtures, des îlots paysagers dans les que le subordonné peut mettre entre lui et le dominant.
donc quelque part, ils peuvent se planquer un peu. On avait repris cette idée-là, d'une étude qui date d'il y a quelques années maintenant, au Haras d'Avanches en Suisse, où ils avaient mis des paravents dans les espaces d'abri, et ils s'étaient rendus compte que ça permettait d'augmenter le temps de repos couché de certains individus, et du coup, on reprend cette idée-là, on met des petits îlots paysagers, et les subordonnés se cachent derrière pour se soustraire au regard des dominants. Anna, tu veux compléter ou? Pas forcément parce que je pensais aussi à une étude qui avait été faite justement là-dessus sur, le fait qu'il y ait un peu de sorte de paravent dans les zones de repos et j'avais pas forcément de conclusion très, très qui dans un sens disons, parce que je pense qu'il y a peut-être, des avantages et des inconvénients. Le fait peut-être potentiellement de s'effrayer aussi, mais alors, peut-être que c'est bien d'un côté visuel de pas forcément toujours avoir de visu le le plus dominant, juste à côté quand on a envie de se reposer, mais potentiellement on peut aussi s'effrayer avec donc voilà, peut-être, d'autres études, à mener. Alors c'est pour ça que les îlots paysagers finalement C'est ils voient à ouais, travers, hein, donc on garde ce contact, visuel. Peut-être et c'est c'est pour pas ça que dans ça les marche. zones de repos en plus, non, que là Bah, tu parlais dans non, les îlots paysagers, c'est plutôt sur les pistes dans lesquelles ouais. on va mettre voilà, on va planter un arbre, mettre une clôture autour, et Là, je trouve puis, que c'est heu moins et gênant, puis tu les vois? chevaux Parce peuvent que se justement, se contourner, ouais. tu es dans la locomotion, tu es dans le mouvement. Alors que dans le côté, repos justement, bah, c'est pas forcément le moment où tu es censé être sur tes gardes donc voilà, Mmh, désolée, j'arrête ma parenthèse. bien vu. Puis ensuite, 2 questions sur le passage de personnes, qu'on voit, sur ton fond d'écran, Arnaud. Hem, donc du coup, est-ce que le passage de personnes qui est derrière toi, non, il est pas réellement derrière toi donc, mais qui est en fond d'écran, peut servir de cloison sociale de paddock? Heu, Bonne question. Il Il faut, faut il il faut faut des, des il il faut faut des, des pareil, il faut des poteaux qui soient suffisamment costauds quand les chevaux vont pousser dessus. Ça la cloison sociale, ça supporte un peu le même effort qu'un collier d'épaule, c'est-à-dire que le cheval va forcer dessus avec ses épaules. Heu, on va dire dans les passages de personnes, le cheval n'a pas spécialement de raison d'aller forcer dessus. Donc on met des poteaux diamètre 12, et ça se passe très bien. Maintenant, c'est vrai que si c'est entre deux équipements, non, il y a quand même, je pense que ce serait un peu limite parce qu'il y a pas le côté rembourré, molletonné, on va dire, de la cloison sociale, et puis planter des poteaux exactement à la bonne distance, c'est pas forcément évident. Puis on pourra pas le régler une fois qu'ils sont plantés. Donc personnellement, d'un point de vue, on va dire, solidité de l'ouvrage, je m'y risquerais pas trop dans un premier temps, à part avec des falabella ou des tout petits poneys, qui ont pas trop de force, voilà. Toujours sur le passage, d'hommes justement, est-ce qu'il y a une largeur préconisée et des endroits clés? Eh bien, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'écurie active de Randen, donc notre ami Hervé Catus, que je me permets de saluer, s'il nous écoute, qui m'avait donné 38 centimètres. Donc on met toujours 38 centimètres, et ça se passe très bien, bon, à part avec vraiment des tout petits poulains, qui viennent de naître, voilà, mais sinon, même avec les Shetland, bon, qui en général sont suffisamment larges, 38 centimètres, on n'a jamais eu de souci, voilà. On va parler erreur, du coup, dans les aménagements d'écuries, la plus commune, la plus fréquente ou peut-être même la plus grave? Anna, tu veux répondre C'est ou? pour toi, Arnaud. C'est pour moi. Les angles, les angles. Si vous mettez un angle droit, bah, il y a un moment, il y a un cheval qui va pouvoir se faire coincer. Justement, un subordonné qui, s'il vient se mettre là, il peut se faire coincer par un dominant. Donc on a eu, notamment une écurie active, voilà, j'ai un souvenir comme ça. Il y avait un seul endroit dans un des abris d'un bâtiment qu'on avait réutilisé où il y avait un angle droit. Ça s'est très, très bien passé pendant plusieurs mois, et puis un jour, il y en a un qui a décidé d'aller se défouler sur le vieux dans l'angle. Donc bon, heureusement les blessures ont été pas trop graves, on va dire, mais il a passé quand même un sale quart d'heure. Donc voilà, les angles, et puis les passages trop étroits, et puis les configurations
trop, alors là, je te laisserai compléter Anna, mais où il y a trop de contournements à faire ou des agencements qui sont trop compliqués. Le cheval n'a pas les capacités cognitives pour gérer, voilà, pour se déplacer dans un labyrinthe, il sait pas faire. Mais il sait vraiment pas faire. On a tous vu un cheval, en panique voilà, devant une clôture alors que le portail il est ouvert 5 mètres plus loin. Le cheval n'a pas cette capacité-là. Je te laisse compléter, Anna, du coup. Non, mais je pourrais simplement dire qu'ils vivent dans des environnements qui sont très ouverts et où il y a effectivement pas beaucoup de d'obstacles. Donc voilà, c'est peut-être essayer de pas trop reproduire ce genre de choses, mais je trouve que ta réponse était déjà très complète, donc je Voilà, m'arrête des environnements les plus finalement de faire des tracés là. les plus simples possibles parce que, c'est ceux dans lesquels les chevaux se repèrent le mieux et notamment dès qu'il y a un peu de stress, si l'environnement est compliqué, ils sont vite en panique. Arnaud, justement, tu nous as parlé des tailles de chevaux éponnets tout à l'heure, avec notamment les Shetland. Et j'ai une question sur les troupeaux en écurie active. Peut-on mélanger les types de tailles, mélanger les Shetland, les poneys, les chevaux, ou est-ce qu'il vaut mieux les séparer? Alors, d'un point de vue de l'espèce, nous on voit alors, j'ai presque envie de dire malheureusement parce qu'ils nous posent quand même pas mal de soucis les Shetland, notamment du point de vue des clôtures, mais il y a toujours un Shetland qui traîne dans les écuries actives et ça pose jamais vraiment de soucis donc mélanger les gabarits, en général non, ça ne pose pas de soucis. Il faut, comme, ce qu'on a dit tout à l'heure, observer, les relations de dominance et que tous les chevaux, y compris les plus petits gabarits, en tout cas ceux qui sont dominés, qui aient accès à toutes les ressources. Parfois des chevaux avec des petits gabarits, mais des très, très gros caractères, qui compensent. Donc non, il y a pas de raison, en tout cas du point de vue du cheval, il y a pas vraiment de raison de les séparer. Après pour les usages, parfois ça peut être, on peut être amené à les séparer. Je pense à des écoles d'équitation, on va pas demander à des enfants, voilà qui vont chercher un Shetland au milieu de chevaux de grand gabarit. Ça peut être une problématique de sécurité, mais c'est plutôt une problématique du point de vue de l'usage que du point de vue des chevaux par eux-mêmes. Voilà. Merci Arnaud. Et j'ai une dernière question. Il me semble bien que c'est la dernière question. Donc c'est un cas concret d'un élevage en écurie active qui demande comment améliorer la vie de ses étalons. Eh bien, merci d'avoir posé cette dernière question. Anna, tu as des éléments de réponse ou? Pour l'écurie active, et puis, peut-être qu'il faudrait peut-être un tout petit peu plus, d'éléments par rapport à ce à quoi ils enfin, dans quoi ils vivent pour l'instant, dans quel type d'hébergement, heu, qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer exactement? Est-ce qu'ils sont en hébergement individuel? Est-ce qu'ils Donc c'est bien en écurie active. pour l'instant, ils sont Oui, ils sont déjà en écurie active, donc ils sont déjà en contact sociaux, en fait, ils ont déjà des relations sociales, potentiellement, je n'ai s'ils sont pas déjà plus d'informations que ça. Alors alors si on défile, quelques hypothèses, alors évidemment si c'est de l'élevage, donc si on est en monte naturelle, bah, notre étalon, il peut tout à fait vivre au milieu du troupeau et puis s'il a heu, Toutes les toutes les compétences compétences sociales. sociales, bah J'ai bah, quelques informations qui sont venues. Excuse-moi, Arnaud, entre-temps. Merci beaucoup à la personne d'avoir répondu. Donc, les chevaux, donc les étalons, a priori, sont en boxe individuelle actuellement. OK. pour un passage, vers une écurie active, c'est ça? Est-ce que si c'est la question, j'ai peut-être, l'étude qu'il vous faut. Ben, je peux peut-être te laisser terminer rapidement, Arnaud, sur ce que tu voulais dire et puis après je pourrais vous donner un exemple très concret de ce qu'on a pu faire nous avec des étalons, pour les mettre en groupe. Eh ben, non, c'était juste voilà, si on a des étalons et qu'il y a pas à côté on va dire s'il y a un seul étalon, bah, il va aller faire la monte naturelle et puis tout va bien. Il y a pas de raison de le séparer. Souvent, la problématique qu'on peut avoir avec les étalons, c'est la désocialisation précoce, donc des chevaux qui ont pas toute la panoplie des comportements sociaux, mais à partir du moment où ils ont des compétences sociales, voilà et où il y a pas de problème avec, où il y a qu'un seul étalon, on va dire, voilà, où il y a pas de problème de conflit avec un autre étalon ou un hongre qui se ferait chasser par étalon, on peut le mettre avec les autres, mais on est dans le cadre de la reproduction non naturelle, quoi.
Du coup, j'enchaîne avec, mon exemple qui vient parfaitement, répondre à cette question, donc de chevaux qui vivent, si j'ai bien compris, en boxe individuelle et pour qu'ils aient plus de contacts sociaux. Alors, mes collègues ont fait une étude en 2016 au Haras du Pin avec, une paroi, sociale un petit peu dans le même style que ce que vous avez pu voir, j'ai un oiseau qui vient de se mettre dans ma fenêtre, je suis désolée. Et donc en fait, ce qu'on a essayé de faire avec cette étude, c'était de voir si des chevaux qui ont été désocialisés pendant toute leur vie, pouvaient avoir des contacts sociaux déjà d'une part et être remis progressivement en groupe et former un groupe stable. Et la réponse, elle est un peu mitigée, c'est-à-dire qu'on avait 6 chevaux et sur les 6 chevaux, il y a un cheval qui a été, très problématique et qu'on n'a pas pu remettre dans le groupe et les 5 autres où il y a eu aucun problème, ils ont fini par, donner un groupe, complètement stable et pour ça, en fait, on a utilisé un protocole très progressif. Au début, ils avaient, les box étaient vraiment complètement, opaques, en fait, sur les côtés. On leur a mis déjà des grilles pour qu'ils puissent avoir des contacts, entre les grilles, tout simplement, ça c'était la première étape. Ensuite, ils ont eu une période de paroi sociale pendant, 1 semaine, voilà, plusieurs heures de contact, qui étaient, aussi, observées régulièrement. Et après, ils ont été dans des paddocks adjacents et ensuite paddock par paire et en faisant, ce protocole très, très progressif, bah, voilà, ça a pu, permettre en tout cas à ces chevaux de vivre en groupe derrière. Donc, par rapport à vos chevaux qui sont en boxe individuelle, déjà, essayez de trouver des moyens, bah, un petit peu comme cette paroi sociale, qu'on vous a montrée, qui a très bien fonctionné avec les chevaux, les étalons. Celui qui a posé problème et justement, je tente de faire un article dessus, donc peut-être que je pourrais vous amener des éléments de réponse, un peu plus tard, mais voir, quels sont les signes qui vont montrer que ce cheval était, particulièrement désocialisé et qu'il n'avait pas les compétences, pour être remis en groupe. Donc voilà, en gros, il y a pas enfin faire plus enfin de façon plus progressive avec les étalons, mais en fait, ils sont tout à fait capables, d'interagir avec d'autres et là, on a fait étalon avec d'autres étalons. Donc ce qui est peut-être le cas qu'on redoute le plus, et où ça s'est finalement très bien passé pour 5. Effective Effectivement et puis dans les pratiques, qu'on peut observer, bah, en Suisse, hein, les étalons franche-montagne du Haras d'Avanche, passent la saison de reproduction dans des box adjacents avec des cloisons sociales, heu et une fois que la saison de monte est terminée, ils vont ensemble au pré et par contre évidemment, il y a pas une jument, autour, voilà, ils sont que entre étalons. On voit alors il y a quelques vidéos qui traînent sur YouTube, hein, c'est très spectaculaire sur les premières 10 minutes et puis une journée après, c'est bien moins spectaculaire. On voit juste des chevaux qui sont tête bêche en train de se chasser les mouches et de passer du temps à pâturer. Comme ils retrouvent finalement, le budget temps juste de chevaux, tout à fait classiques et si on regarde pas dans le détail, bien malin celui qui se rend compte que ce sont des étalons. Et justement, un mini dernier point là-dessus, en conditions naturelles, les chevaux, les étalons forment des groupes d'étalons célibataires, en fait, qui sont pas forcément très stables dans le temps, mais en tout cas, c'est complètement quelque chose qu'ils font de façon, naturelle. Donc finalement, voilà, ils reprennent, ce fonctionnement-là sans aucun problème. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais aussi, par rapport aux juments, qu'il faut pas leur en mettre, sous le nez à ce moment-là, effectivement, mais là, je suis en train de nouveau de regarder des vidéos de ces étalons qui étaient mis en groupe et après quelques jours, il y avait des juments qui étaient dans des prés un peu, plus loin. Ils avaient contact visuel sur ces juments et il y avait pas beaucoup plus, d'agression entre eux. Enfin, une fois que la hiérarchie était posée, c'était même pas une source de conflit parce elles étaient très éloignées, quoi. Je me permets une dernière petite question qui s'est glissée. Bon, voilà, je fais un cadeau à la personne. Elle a été sauvée. Donc, dans une écurie active de grande taille, existe-t-il différents groupes avec chacun son dominant? Voilà, ce sera la dernière question de ce webinaire. Bah, oui, en fait, ce que disait Anna tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que finalement, les groupes, les grands troupeaux ne sont toujours composés que de petits groupes puisque les chevaux, recréent l'organisation, sociale naturelle par groupe de 3 ou 4. Donc voilà, oui, oui, il y a et dans chaque groupe, il y a une hiérarchie de dominance
Et puis, alors là, je prends un peu la place d'Anna, mais il y a aussi une hiérarchie de dominance entre les groupes. Notamment, ça s'observe, quand on a une ressource qui est particulièrement rare. Je pense à des chevaux qui vivent dans des environnements de steppe pour, accès aux points d'eau. Bah, les groupes ont accès aux points d'eau, de par leur hiérarchie de par les enfin, dans l'ordre de la hiérarchie des groupes. La personne en question qui a posé la question: «On se voit demain». Merci beaucoup, pour toutes ces questions. J'ai bien conscience qu'il y a eu beaucoup de questions, qui ont été posées et beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans ce webinaire. Ce que je vous propose éventuellement, c'est qu'on vous fasse parvenir un mail avec, un article qui répondra donc, à vos questions. Je me chargerai personnellement de faire, de prendre l'ensemble de vos questions qui ont été posées donc là et aussi, également lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire, via notamment les questions, qui étaient posées au tout début. Comme ça, vous pourrez avoir vos réponses et on s'assurera de répondre vraiment à tout le monde. Un grand, grand merci pour le nombre de questions qu'on a reçues ce soir. J'ai 2 petites dédicaces personnelles à Anna. Donc la première concernait le début de ton intervention sur ce webinaire, pour savoir notamment s'il était possible de, partager l'application Cheval Bien-être dont tu nous as Bien parlé au sûr, début. en fait, c'est une application de l'IFCE, donc soit aller voir sur le site de l'IFCE, soit je pense, sur le Google Store. Enfin, en tout cas, elle se télécharge très facilement. Faut chercher cheval bien-être, facile. Très bien et la deuxième petite, dédicace, on l'appellera comme ça, à Anna, concerne donc, une gérante d'écurie active apparemment qui t'invite personnellement, à venir, la rencontrer, sur son écurie active, donc près de Clermont-Ferrand, voilà, pour échanger autour d'un café et vu qu'à Heurstop, on adore le café, je pense que tu accepteras avec plaisir, voilà. Eh beh, merci Anne beaucoup, pour cette invitation, je répondrai personnellement. Là, pour l'instant, je suis en pleine rédaction de thèse, donc je peux pas me permettre des petites visites, mais une fois que ce sera passé, j'irai prendre des cafés, avec, n'importe, quelle personne qui veut discuter, poney. Pas de souci Anna, on te donnera l'adresse du domaine de Naboo qui est, qu'on salue. Eh bah, écoutez, sur ces belles paroles, et si, voilà et si le cœur vous en dit, ben, on va s'arrêter là pour ce soir. On a très, très largement dépassé les horaires, on est désolé. Merci beaucoup, pour votre question. Un immense merci, Anna pour, nous avoir, éclairés, bah, voilà de toutes tes connaissances, de toutes tes expériences. Un immense merci Amélie pour ton organisation, voilà, toujours, de bonne humeur et infaillible donc voilà et merci à tous pour cette soirée et du coup, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour venir visiter, le showroom, chez Horstop qui est, maintenant inauguré. Voilà. Merci à tous. Merci Passez beaucoup. une très bonne fin de soirée, du coup. On a un petit peu entamé. Oui. Eh, merci à tous.